J'aurais 20 ans aujourd'hui, je serais hyper woke, je serais en train de transitionner, probablement je serais déjà en mini-dosage, je dirais que je suis non-binaire, il faudrait m'appeler Yel, évidemment, si j'avais 20 ans aujourd'hui. Matryoshka. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Matryoshka. S'interroger sur ce que c'est qu'avoir 20 ans aujourd'hui, c'est un peu s'interroger sur ce qui façonne les rêves, les espoirs de notre jeunesse et donc ce qui construit le monde de demain. Caroline Forest a écrit à la veille de la pandémie de Covid-19, en 2020, un livre, Génération offensée, dans lequel elle critique cette idéologie des sensibilités qui engendrerait des dérives. Elle y démontre selon elle comment la censure aurait changé de camp, étant avant plutôt de droite conservatrice et glissant de plus en plus comme un outil de la nouvelle gauche. Mais revenons tout de suite pour commencer avec elle sur le b.a.-ba de la langue du jour. Une langue pétrie de wokisme, d'éveil, d'ouverture, mais aussi de fermeture et de blocage. Une langue qui se veut tracer des territoires à la ligne claire tout en prônant le non-binaire. Les mots causent, mais l'essentiel, c'est qu'entre générations, on continue à s'entendre. Alors, écoutons-la. Il y a des mots qui, moi, m'intéressent dans la nouvelle génération. Non-binaire, ça m'intéresse. J'ai détesté l'assignation au féminin qu'on m'a collée depuis que je suis petite parce que je suis née fille. Donc la jeune génération dit cisgenre. Ok. Donc moi, je me sens femme, mais je me suis jamais sentie féminine. Je me suis toujours sentie androgyne, qui est un mot qu'on ne prononce plus. J'ai payé... Très années 90. Hein, c'est très années 90, je sais. Maintenant, très marqué. Hein. On dit non-binaire. Ok. Ça me va, pas de problème. Ce que je sais, c'est que, quand même, à l'époque où on disait androgyne, être androgyne, c'est ce qui m'a coûté le plus cher de toute ma vie. Des hommes m'ont haï pour ça, mais c'est indescriptible la détestation que ça crée chez certains hommes. Le fait de justement ne pas se conformer au code de la féminité qu'ils attendent de vous et qui leur envoie comme signal, quelque part, tu peux m'avoir. Moi, j'ai toujours, quand j'ai compris que j'étais lesbienne, moi, je leur disais, rien. Je leur disais, moi, garçon, ça va pas se marcher comme ça. On va avoir une conversation, ça m'intéresse de savoir ce que tu penses, mais le reste, il faut oublier. Et ça rend les gens fous. Hein. Je veux dire qu'ils sont pas contents quand vous envoyez ce signal. Donc la non-binarité qui est justement allée jusqu'à expliquer, parler de ces choses-là, permettre qu'on ait ce débat-là, rien que pouvoir parler de ça en ce moment ensemble, il y a 20 ans, on ne pouvait pas le faire dans des médias, c'était impossible. Les gens auraient pensé, d'ailleurs ils pensaient qu'on était des féministes hystériques, radicales, excessives, etc. Donc ça, je trouve ça génial. À l'inverse, considérer que dès que vous êtes, par exemple, dans un début d'androgynie, où justement vous ne voulez pas vous classifier entre féminin et masculin, il faut choisir votre genre et transitionner. Et je pense qu'il faut aussi se laisser le temps de cette maturité. Parce que quand je vous disais peut-être que moi à 20 ans j'aurais transitionné, alors qu'en fait j'étais lesbienne, j'étais pas trans. J'étais juste une femme lesbienne androgyne. Et je suis très heureuse d'être restée ce que je suis et d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, prendre le temps de la patience, ne pas dire à l'autre que... Donc, c'est que tu es comme ça, tu dois changer, tu dois faire ça, tu dois suivre tel parcours. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut continuer à parler, il faut qu'on puisse se parler. Par exemple, sur l'histoire des pronoms, j'ai pas de problème à ce que quelqu'un se dise Yel à son sujet, parce qu'il n'a pas envie de dire il, ou parce qu'il n'a pas envie de dire elle, ou parce qu'elle n'a pas envie de dire il. Mais à un moment donné, on ne peut pas attendre des autres, parce qu'on est soi-même dans une grande période d'introspection personnelle, on ne peut pas rentrer dans ces détails. Le vocabulaire, c'est quand même aussi fait pour avoir une conversation sans se connaître. Créer du commun. Créer du commun, et puis après, on affine. Mais il y a des mots qui sont vachement intéressants dans la nouvelle génération. Alors, il y a quoi, par exemple ? Et est-ce que vous avez l'impression que ce qui est en train de se produire là, on va dire, peut-être 3-4 ans, est quelque chose qui révèle un véritable changement de société ? Ou est-ce que c'est un moment ? Alors, je pense qu'on est sincèrement devant un moment de déconstruction collective qui a des aspects fascinants, c'est-à-dire qu'il finit la révolution qu'ont menée nos grandes sœurs féministes bien avant ma génération, que j'ai un peu menée aussi, et que d'autres finissent, dans le détail, parfois avec un sens du détail qui nous fait un peu sourire, parce que quand on les voit en toupie, sur un pronom qui n'a pas été prononcé correctement, comme s'ils étaient devant un génocide, alors que on vient de... Moi, mes sœurs en féministes du MLF, elles ont dû avorter clandestinement, vivre des septicémies. Moi, je me suis fait tabasser par des fascistes au cri de salpédale. Donc, quand on voit des étudiants de hautes écoles en toupie pour le pronom Yel, on a envie de dire calmons-nous. C'est pas grave. Et puis surtout, vous avez quand même bien de la chance de vivre dans ce monde-là. Et il y a d'autres gens qui vous ont permis de vivre dans ce monde-là. Donc,
soyez gradués. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai tendance à leur pas mal. dire, mais oui, riposte graduée. Moi, j'ai appris ça sur la guerre froide à l'école. Ça, c'est Riposte bien. graduée. Quand vous êtes devant une micro-vexation, eh ben, vous faites une micro-vanne en retour. Vous n'allez pas taper la personne en face, vous n'allez pas lui dire qu'elle est fasciste. Si quelqu'un s'est trompé, a été maladroit ou n'a pas votre connaissance parce qu'elle n'a pas fait Paris 7 ou le séminaire Tartampion de l'école normale supérieure, bah, vous n'êtes pas obligé de le reprendre de façon agressive en l'humiliant, parce que ça, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est une stratégie de pouvoir et que c'est une stratégie qui vient d'une classe sociale favorisée à laquelle vous appartenez. Donc vous devez avoir la patience de dire... J'ai tendance à penser qu'on devrait plutôt dire ça. Il est certain que si le mouvement de fond, c'est de vouloir inverser les rapports de domination et apaiser les relations dans une société un peu plus inclusive, recréer des relations de nouveaux sachants supérieurs et de nouveaux sachants inférieurs revient à imposer une sorte de contre-preuve. Mais heureusement, les choses sont moins figées qu'elles n'en ont l'air, et les choses qui façonnent chacune de nos générations sont souvent assez mouvantes, assez intéressantes à analyser d'ailleurs. Alors on va se poser cette question. Si aujourd'hui, la nouvelle génération rêve d'interdire tout ce qui blesse, et qu'on sait qu'en 68, la jeune génération, elle, rêvait d'interdire. Dans les années 90, quand Caroline Fourest, elle, avait 20 ans. Elle rêvait de quoi? Elle qui a grandi dans une école privée catholique à Aix-en-Provence, qui est arrivée au lycée à Paris, qui est à peine rentrée à la fac, s'est saisie d'une plume pour gratter dans le journal de la fac et égratigner certains sujets qui sont les fondements de son engagement. Et les premières fois que j'ai commencé à écrire, c'était un journal étudiant, j'avais 20 ans. Et évidemment, j'avais le choix entre faire toutes sortes de sujets, parce qu'on me proposait, par exemple, de couvrir des événements très chics. C'est pas pour ça que j'avais envie d'écrire. Donc j'ai proposé d'infiltrer une secte qui recrutait des étudiants à la sortie des campus, et j'ai passé quelques semaines dans cette secte, et puis j'ai fait un reportage assez drôle apparemment sur ce qui s'y passait à l'intérieur, et là je me suis dit, voilà, moi je veux écrire pour ça. Et donc c'est comme ça que vous avez commencé à toucher, à découvrir ce qui vous plaisait. Après, j'ai beaucoup travaillé sur l'extrême droite. En fait, le premier sujet qui m'a mis en colère, au sens de me dire, vraiment c'est important là d'essayer de dire aux gens qui sont ceux qui professent ces idées, qui se cachent derrière. C'était l'extrême droite, c'était la montée du Front National, la grande période où le Front National vraiment décollé. Donc là, on est en quelle année à peu près? On est dans les années 90, milieu des années 90. Ouais. Et donc j'ai 20 ans, je suis en train de devenir féministe, de découvrir aussi que je suis homosexuelle. Et du coup, toutes ces découvertes font que je comprends pourquoi il y a des choses qui me choquent, ou il y a des choses que je ne peux pas accepter, mais je ne les ai pas encore théorisées. Ça, c'est vraiment instinctif. Et donc, je commence à travailler, sur l'extrême droite anti-avortement, les catholiques intégristes. Peut-être, sans doute, alors tout le monde pense quand on travaille sur les catholiques intégristes qu'on a été violé par un curé ou qu'on a un traumatisme d'enfance. Non, alors moi, rien de tout ça. Vous n'avez pas souffert. Non, c'est ça votre problème. Voilà, à vous, alors parce ça, dans l'époque actuelle, tout le monde a un truc très très grave à raconter. Mais non. Enfin, honnêtement, en tout cas, même quand j'ai souffert, je l'ai vécu comme une école pour m'endurcir. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une école catholique, mais enfin, les bonnes sœurs étaient plus là depuis longtemps, contrairement à l'époque de mes parents. Et j'ai trouvé qu'il y avait une très grande hypocrisie entre le message d'amour qu'on nous rabâchait autour du feu au moment de la première communion, ou à l'église, les rares fois où on m'y a traîné, et ce que j'entendais de la bouche des gens, par exemple sur les homosexuels, par exemple sur les femmes. Or, je savais que j'étais homosexuelle au fond de moi, mais avant de le dire, vous entendez beaucoup de choses, vous entendez beaucoup de jugements de gens qui ne savent pas que vous l'êtes. Et donc vous voyez bien l'hypocrisie qu'il y a entre le discours d'amour qui est tenu d'un côté et le jugement péjoratif empli de préjugés et de rejet de l'autre. Et après, c'est votre équation personnelle qui fait, bon, qu'est-ce que je fais? Je continue à, moi, me cacher, ou au contraire, j'assume avec franchise qui je suis? Et donc, 20 ans, vous vous approchez plus de la question de l'extrême droite qu'en 95, où, par exemple, il y a les grèves, des mouvements sociaux. Ça vous fait ça aussi ou pas? Alors je suis plus passionnée par tout ce qui est mouvement des sans-papiers, donc je vais couvrir par exemple le mouvement qui a occupé l'église Saint-Bernard
Et à l'époque, sa leader, Madjiguène Cissé. Donc je fais des papiers sur les sans-papiers, beaucoup. Je fais des papiers sur les Kurdes déjà. J'ai jamais été quelqu'un qui a un esprit partisan au sens il faut être comme ça de gauche. Mais quand même, à 20 ans, bien sûr, on veut être de gauche, absolument. Moi, je l'ai été, je le suis toujours, mais c'était un processus de me dire oui, c'est important que l'État protège les plus faibles, oui, c'est important la justice sociale, mais vous avez raison de dire que je ne suis pas allée sur ces sujets tellement économiques et sociaux, parce que par contre, j'ai l'impression de ne jamais arriver à me faire une idée tellement précise que je crois être dans le vrai et dans le juste. Le territoire était plus défini sur... Non, mais c'est surtout que j'étais plus attirée par la question effectivement des droits des femmes, par la lutte pour l'égalité, par la lutte pour l'égalité qui m'a amené à la lutte pour la laïcité, parce que c'était lié, parce que ceux qui se mettaient en travers de l'égalité, c'était souvent des intégristes religieux. Et quand vous voulez leur résister sans flatter toutes les idées que je combattais aussi, c'est-à-dire l'extrême droite, le rejet, le racisme, la seule alternative, c'est la laïcité. La laïcité, c'est un de ses férus combats depuis bien longtemps. Caroline Fourest a par exemple écrit dans Charlie Hebdo à l'époque sur les intégrismes, et entre autres chrétiens. Elle a aussi publié il y a quelques années un livre, Génie de la laïcité, pour démontrer aux jeunes générations que, contrairement aux idées reçues à la suite de la loi sur les signes religieux à l'école publique, la laïcité n'égale pas rejet. Mais qu'au contraire, la laïcité, depuis 1905 et l'affaire Dreyfus, entre autres, veut protéger les minorités et être un bouclier de l'égalité. Mais aujourd'hui, parler de laïcité et d'égalité, je m'autorise cette question. Est-ce que ça n'irait pas au-delà du sujet religieux? Est-ce que ça ne s'appliquerait pas à la société dans son ensemble qui s'enfermerait peut-être dans des classes trop identitaires? En fait, dans le grand combat pour l'égalité, il y a des gens qui se battent vraiment sincèrement parce qu'ils veulent déconstruire les préjugés, agrandir la table pour que tout le monde puisse s'y asseoir tous ensemble. Et puis il y a des gens qui sont là juste pour réclamer un siège pour eux. Et ils vont réclamer ce siège au nom de leur identité. Ils vont dire « il y a trop d'hommes blancs hétérosexuels, donnez-moi mon siège ». Mais ça, c'est une façon de réclamer l'égalité en réclamant l'exclusion des autres. Et généralement, c'est marrant parce qu'ils ne vous parlent que d'inclusion. C'est-à-dire des gens qui vous parlent d'inclusion, mais en fait, la phrase d'après, ils sont en train de demander qu'on exclue des gens sur la base de leur identité, parce qu'ils sont hétérosexuels, parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont hommes. Et le problème, c'est que le moyen de se battre, c'est aussi une finalité. Quand vous vous battez de façon excluante, non, vous n'arrivez pas à l'inclusion. C'est pas vrai. Non, mais on est d'accord. Mais qu'est-ce qui est en train de se jouer là? C'est-à-dire... l'identitaire est en train de dévorer l'égalitaire. Voilà. L'identitaire dévore l'égalitaire. En fait, on est dans un monde tellement de plus en plus replié sur l'appartenance, plutôt que sur le fait de vouloir échanger, que l'identitaire dévore tout. Et c'est valable à l'extrême droite, et c'est valable aussi à gauche. Donc, et c'est valable dans beaucoup de pays du monde en ce moment. Et plus, si vous y ajoutez l'effet des réseaux sociaux, qui nous tribalisent, qui nous poussent à nous conduire en meute, à réfléchir en peu de temps, et à se positionner en fonction d'un rapport de force entre meute et groupe, plutôt que sur le fondement d'une idée, eh bien, ça nous pousse à être encore plus identitaire de façon agressive. C'est-à-dire qu'on est plus identitaire parce que... Pourquoi? Parce que le mur de Berlin est tombé, parce qu'il n'y a plus que vraiment les partis politiques font plus école, parce que même les écoles n'osent plus transmettre tellement elles sont un peu intimidées. Et donc on se retrouve dans un monde où finalement on a très peu de temps pour penser, on a moins de culture historique, on a moins de culture philosophique, et on doit toute la journée prendre position, en un instant, en un clic. Donc ça va tellement vite qu'on se dit, bon, elle est où ma meute? Qui est la meute qui attaque? Boum, et je suis la meute qui me ressemble. Mais si je suis la meute qui me ressemble, ça me pousse à l'identitaire. Et donc ça pousse à la polarisation. Et donc si on ajoute l'anonymat à ça, on monte encore en agressivité. Donc on est déjà au degré simplification du débat d'idées, identitarisme à plein nez, polarisation plein pot, et on rajoute l'agressivité de l'anonymat. Aujourd'hui, la laïcité, être laïque, c'est quoi? Est-ce que c'est juste une façon de regarder à équidistance les différentes religions, ou alors ça va bien au-delà dans la posture qu'on peut avoir en tant que citoyen? La laïcité, c'est pas la neutralité. C'est pas dire tout se vaut, l'État n'a rien à dire. La loi de la séparation de 1905, qui a été gagnée par le bloc des gauches, qui réunissait, alors à l'époque, ils avaient réussi à s'unir sur au moins ce point-là.
Ils n'étaient pas tous d'accord, hein, déjà, entre eux. Il y avait déjà à peu près toutes les tendances qu'on retrouve aujourd'hui au sein de la gauche. Mais ils avaient au moins réussi à s'unir sur l'idée que la religion ne devait pas dicter le bien commun, ne devait pas imposer dans la loi des valeurs au nom du sacré. Que ces valeurs communes, on devait les délibérer, on devait les décider au nom de l'intérêt général, sans être sous pression du sacré. C'est plus que dire il y a une séparation entre la République et les églises, au sens large, ou par extension les religions, c'est de dire la République doit aussi nous protéger des pressions exercées par ceux qui instrumentalisent le sacré pour nuire à l'égalité, pour nuire aux libertés, pour nuire à la fraternité. Donc c'est quand même toujours un combat, mais un combat fraternel, un combat pour l'égalité, pas un combat discriminant. Et si je tire le fil, la façon dont aujourd'hui on s'empare de différents sujets sont limite comme si n'importe quel débat de société poussait à s'impliquer comme si c'était sacré. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la question que je veux poser. Si, je comprends ce que vous voulez dire. Je pense que, de fait, on est aujourd'hui d'abord très susceptible et en plus, on a beaucoup de mal. Et là, vraiment, c'est une pédagogie à avoir aussi entre générations. Dans les discussions avec la nouvelle génération, avec les jeunes, j'ai souvent remarqué qu'il y a une très grande confusion entre le débat d'idées et le débat sur les identités. Et la façon dont on considère que critiquer une idée est une atteinte à son identité de façon quasiment effectivement sacrée. Sacrée au point qu'on ne puisse plus débattre et donc on ne puisse plus renvoyer l'argumentaire et continuer ce dialogue avec l'autre, c'est là où il y a quelque chose de fanatique. Qu'est-ce qu'on appelle fanatisme? C'est quelqu'un qui justement sacralise tout au point finalement de ne plus rien tolérer. Alors, on doit pouvoir débattre de tout dans une république laïque et on doit pouvoir débattre du sacré, du religieux, de ce qui est sacré pour l'autre, sans que ce soit une incitation à la haine envers la personne. Et c'est là où il y a une immense différence à faire. Et elle n'est pas facile à faire, sinon on n'en débattrait pas toute la journée, sinon il n'y aurait pas des tribunaux pour ça, pour essayer de faire la différence. Il y a une immense différence entre ce qui relève de la liberté d'expression, qu'il faut tous, à mon avis, essayer de protéger au maximum, et ce qui relève de l'incitation à la haine, au racisme, à la discrimination, ce qui est puni par la loi. Oui, mais comment créer les conditions pour pouvoir débattre de tout? Revenons-en aux fondamentaux, les mots justes. Car les mots sont dangereux quand ils sont mal utilisés. On y revient maintenant avec Caroline Fourest. Ils sont dangereux quand ils détournent du sens, quand ils sont utilisés pour de mauvaises raisons, quand ils sont utilisés de façon abusive. Les mots justes ouvrent la voie à la subtilité du sens et permettent de percevoir aussi la nuance dans le temps. Caroline Fourest, qui a par exemple enseigné à Sciences Po, se pose régulièrement cette question: comment transmettre aux jeunes générations les mots justes? Comment leur transmettre quelque chose qui serait du registre de la nuance? Enseigner la nuance devient difficile et faire du journalisme de nuance devient extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'on donne comme clé? Qu'est-ce qu'on pose comme mot? J'ai l'impression que ceux qui le savent le comprennent. Oui, mais je comprends. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais d'abord, ça veut dire qu'il faut transmettre l'amour des mots et la précision des mots. Ça joue en quoi, ça? Ah, mais ça décide de tout. Quand vous utilisez un mot à la place d'un autre, vous pouvez changer le monde avec le choix d'un mot. Dans l'idée, je le comprends, voilà. Mais pourquoi? Je cite rarement, mais vraiment la citation de Camus qui dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde », c'est tellement vrai. Vous savez, pendant des années, les professeurs ont dû faire et la transmission du savoir et la transmission de l'esprit critique. C'est pas la même chose. Transmission du savoir, c'est comme si on vous donnait une bibliothèque, on vous dit « il faut que tu lises ça, 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 ça et ça ». Transmission de l'esprit critique, c'est quand on vous dit comment lire, comment repérer ce qui est de l'ordre du faux semblant justement et du plus vrai, ce qui est de l'ordre de la stratégie de communication, ce qui est de l'ordre de la sincérité, ce qui est de l'ordre... On vous apprend à une sorte de regard critique qui va vous protéger ou qui va vous aider à trier parmi toutes les informations que vous recevez. Quand on disait un mot peut changer le monde. C'est ça. Donc, le mot. Je vous donne un exemple. Le mot islamophobie, il peut faire dériver le monde dans une direction qui tue la liberté d'expression et qui renforce le fanatisme religieux. Expliquez-moi. Sémantiquement, islamophobie, et c'est là où avoir fait un peu de grec, ça aide, mais on n'est pas obligé. Sémantiquement, voilà, on n'est pas obligé. Non, mais il y a plein de gens qui n'ont pas fait de grec, mais ça veut dire phobie envers l'islam.
Phobie, ça quand même, aujourd'hui tout le monde voit ce que ça veut dire, puisque tout le monde l'utilise. On en a. Et puis tout le monde pense que l'autre est phobique de quelque Absolument. chose. Donc phobie envers l'islam. Ça veut dire que quand vous accusez quelqu'un de phobie envers l'islam aujourd'hui, dans le contexte actuel, où il y a eu quand même des gens qui étaient prêts à tuer toute personne désignée comme telle. Un professeur a été décapité parce qu'il a été désigné dans une vidéo sur les réseaux sociaux comme islamophobe. Mes amis de Charlie Hebdo ont été assassinés parce qu'ils ont été désignés comme islamophobes. Le minimum, c'est de faire attention avant d'utiliser ce mot. Vous savez quand même qu'il peut tuer, et vous savez en plus qu'il doit désigner des gens qui donc détestent l'islam, et vous sous-entendez, généralement quand les gens l'utilisent, sous-entendent qu'en fait les gens qui sont islamophobes sont des gens qui détestent les musulmans. Donc vous prêtez à quelqu'un, c'est un vrai procès d'intention, des pensées racistes. Et le problème, c'est que ça existe, les gens qui sont racistes envers les musulmans. Ce mot, on l'a tellement mis à toutes les sauces qu'on a fini par anoblir les vrais racistes et par faire croire que des gens qui étaient en fait pour l'égalité mais pour la laïcité étaient des racistes. Donc ce mot est une catastrophe. Son imprécision sémantique est une catastrophe. Ce mot tue. Lutte des classes, lutte des races. Oui. Dites-nous ce que vous faites cheminer par là. Alors déjà, on va parler du mot race, parce qu'on a mis... On l'a déjà employé, c'est pour ça que j'ai... Oui, mais je l'emploie avec des guillemets, et vous avez raison, c'est que je dis, c'est terrible d'en être à réhabiliter le mot race, sous prétexte de se battre contre le racisme. C'est une suppression d'années, de siècles de combat. Et c'est un raccourci qui va mener à réhabiliter des stéréotypes au lieu de les défaire. Si les races existent, on ne peut pas faire des enfants ensemble en fait. On n'est pas de la même espèce humaine entre humains. Ça veut dire que les blancs et les noirs, par exemple, ne peuvent pas faire des enfants ensemble. Ils ne sont pas de la même espèce. En français, le mot race, ça veut dire ça, être d'une espèce différente. Et tous les pires racistes, l'extrême droite a toujours utilisé ce fantasme de dire on est des espèces différentes et même il y en a des supérieures, et même il y a des races supérieures, il y a des races inférieures. Donc reprendre ce vocabulaire dont on a mis des siècles à se débarrasser. Et honnêtement, il a fallu 6 millions de morts et l'extermination et la Shoah pour dire arrêtons de jouer avec ce mot. Il est dangereux, il donne le sentiment que nous ne faisons pas partie de la même espèce. Préférons-lui le mot d'origine, d'ethnie, de culture. Oui, on a des cultures différentes, on a des origines différentes. On peut être de source ethnique, entre guillemets, différente, mais c'est pas race, c'est pas le même mot. Pour revenir à votre idée du fait que la lutte des classes aujourd'hui soit remplacée par la lutte des races, est-ce qu'il n'y a pas une imbrication des deux ? De toute façon, dans la vie, il faut toujours considérer plusieurs facteurs. On ne peut pas regarder que la question des identités sous l'angle des minorités, puis oublier totalement la question des inégalités économiques et sociales. C'est pas possible. Quand j'avais 20 ans, sincèrement, et que à l'époque j'étais militante, j'étais proche d'ACT UP, du centre gay lesbien, je me suis battue pour le Pax, avant de me battre pour le mariage pour tous. Et je découvrais qu'à gauche, il y avait des gens qui considéraient que ces combats-là, pour l'égalité, contre les discriminations, c'était un peu secondaire. Ils considéraient au fond que c'était plus important de se battre pour le grand soir, la lutte des classes, et puis quand on aurait obtenu le renversement du capitalisme, finalement tout le monde serait tellement heureux que l'homophobie disparaîtrait, le racisme disparaîtrait, l'antisémitisme disparaîtrait. J'avais du mal à croire à cette théorie, et je considérais que c'était pas juste de vouloir mettre de côté ces combats sous prétexte d'une priorité au grand soir. 25 ans plus tard, je me retrouve dans une situation qui est presque inverse. Ces inégalités-là, on ne peut pas ne plus les regarder et de se concentrer uniquement sur la question des discriminations, surtout si on le fait, non pas sous l'angle de la lutte pour l'égalité, mais de la lutte pour l'identité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est là où c'est très différent. Tout cela fait partie des combats de Caroline Fourest. Mais s'il y a un combat qui pourrait résumer tout le reste, c'est la raison est un combat. Et cette phrase, eh bien, c'est le slogan, d'une certaine façon, la raison d'être du journal qu'elle a cofondé avec Raphaël Enthoven, Christophe Barbier et quelques autres, qui s'appelle Franc-Tireur. Faire cheminer vers la nuance, faire cheminer vers une pensée complexe qui lutterait contre toute forme de fantasme, de fanatisme ou de pensée complotiste un peu simpliste. La raison est un combat, ça s'appuie sur la philosophie des Lumières. Franc-Tireur reprend aussi son titre de la résistance, car l'idée c'est bien de résister aux extrêmes, à tous les extrêmes, et ça toutes les semaines. Donc Caroline Fourest a de nombreux sujets sur lesquels s'exprimer. Mais moi j'avais envie de lui poser une dernière question, un petit peu plus globale, qui est un petit peu celle qui guide tous les entretiens de Matrioshka. Alors, je lui pose.
Vous êtes une matrioshka maintenant, ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que vous voudriez transmettre finalement à mes enfants, nos enfants, aux générations futures? C'est quoi le truc? D'abord, vraiment, le goût de la liberté de penser et de la liberté tout court. Quand on s'oblige à penser par réflexe, par meute, pour appartenir à un groupe, on oublie une part de soi-même. Et donc, ce groupe ne nous mérite pas s'il nous demande de suivre une propagande ou de suivre des idées simplistes au lieu de suivre l'idée simple que c'est pas parce que c'est simple que c'est vrai. Non, la beauté de nos vies, c'est qu'elles sont très complexes, extrêmement complexes. Et donc être libre, c'est domestiquer sa complexité. Oui, mais c'est aussi se donner un peu d'être un peu patient avec soi-même et avec les autres. Et on doit aussi accepter qu'on peut être connecté sur certaines choses et être en désaccord sur d'autres choses sans que ce soit un drame. Donnons à chacun le droit aussi un peu de tâtonner, parce que quand on a grandi sur les réseaux sociaux, on a grandi avec l'intimidation, on a grandi avec la peur d'émeutes anonymes et avec cette très grande violence. Et j'ai envie que les jeunes générations n'aient pas que deux choix, soit devenir un petit être fragile, que tout effraie au point de ne plus parler, de ne plus penser, soit devenir un membre d'une meute absolue avec les crocs qui règlent le parquet et qui utilise la question du féminisme ou de l'antiracisme pour gagner des places de pouvoir. J'ai vu des étudiants de Sciences Po, à qui on a remis un prix Mirabeau là, de l'éloquence récemment, qui me donnent l'idée qu'ils sont dans cette génération en ce moment très évidemment vindicative et définitive sur plein de sujets, mais qu'en fait ils sont curieux, ils sont vifs, ils sont stimulés, donc ils sont stimulants, donc ils vont retomber sur leurs pieds et ils vont finir comme tout le monde par mûrir un peu, par grandir et par remettre un peu les choses à bonne échelle. Voilà, donc je ne suis pas inquiète en fait. C'est un moment à passer. Il faut juste que pendant ce moment-là, on évite d'avoir des extrêmes droites au pouvoir partout dans le monde, ou des populistes, des démagogues, des clowns dangereux, et des propagandistes, influenceurs ou youtubeurs de la haine à tous les étages. Voilà. Et voilà ce que globalement Caroline Fourest aurait à transmettre à nos enfants et aux nouvelles générations. C'est toujours absolument passionnant de l'entendre sous cet angle-là. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail et entendre son franc-parler, eh bien c'est toutes les semaines dans Franc-Tireur. Je vous conseille absolument sa lecture. Pour nous, eh bien on se retrouve très rapidement pour un nouveau Matrioshka, un nouvel entretien. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter d'autres entrevues qu'on a pu avoir de Matrioshka merveilleuses, que ce soit Catherine Dolto, Michel Serres, Agnès Wiesmann, Aldo Naori, Bernard Stiegler, mais aussi Natacha Wolinski, Alia Aglan et tant d'autres. À très vite sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet matrioshkamedia.com, mais aussi en vrai, puisqu'on vous concocte un merveilleux festival où on va pouvoir tous se retrouver et de nombreuses matrioshkas seront sur place. C'est du 17 au 20 mars et ce sera à Ground Control. Alors hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, on s'écrit. Salut! Matrioshka.